Bonjour à tous. Tout comme Christophe, je suis étudiante au sein du DU à PLJ et mon objectif, c'est de créer un jeu pour sensibiliser les enfants neurotypiques à la différence et à l'autisme plus particulièrement. Alors là, c'est un changement d'univers. On va rentrer dans l'univers du jeu vidéo. On connaît tous Minecraft donc Stéphane Cloître est ici pour nous parler d'Immersive Minds de Microsoft à travers du e-sport. Est-ce que Stéphane, vous êtes là et vous souhaitez prendre la parole? Oui, alors donc je me présente en quelques mots avant de commencer. Donc je suis enseignant en France en collège en technologie et je suis aussi formateur. Donc j'ai eu l'occasion d'intervenir régulièrement autour d'un sujet qui m'occupe depuis maintenant quelques années, puisque depuis 2015 j'introduis dans le cadre de mes cours l'utilisation de certains jeux vidéo, celui qui revient le plus étant Minecraft. Donc, depuis 2015, je suis reconnu aussi par l'éditeur de Minecraft, donc, qui est désormais Microsoft, comme Minecraft Global Mentor. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans des équipes internationales pour développer des contenus notamment. Donc, ce qui va nous occuper aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, alors je pense que certains ou certaines d'entre vous sont déjà familiers du sujet, c'est le e-sport. Et est-ce que le e-sport peut avoir des liens et un intérêt dans le milieu éducatif? Donc, c'est une question qui a été posée à Immersive Minds, donc, qui est une petite société écossaise qui développe des contenus utilisant l'apprentissage par le jeu notamment. Et dans le cadre de cette équipe d'Immersive Minds, on a développé un contenu pour Microsoft qui est sorti il y a maintenant 2 ans et qui a fait, d'une part, l'état de la recherche autour du e-sport éducatif et des liens qu'on peut faire entre le e-sport donc, et le monde de l'éducation, les expériences qui ont pu être menées dans différentes régions du monde. Et à la demande de Microsoft, on a développé un ensemble de contenus qui permettent d'accompagner les enseignants qui veulent se lancer dans l'aventure avec leurs élèves. Et donc, ça a déjà été mis en œuvre un peu partout. Ça fait déjà 2 ans donc, qu'on a lancé ce contenu. Donc, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Finlande notamment, il y a eu pas mal de retours. Au Qatar aussi, là, depuis peu. Donc, je vais un petit peu, voilà. Donc, voilà le panorama. Et puis, on va donc commencer. On aura un petit temps de discussion, bien sûr, à la fin de cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez vraiment envie qu'on fasse une pause sur quelque chose qui n'est pas clair, de me le dire. Donc, alors pour commencer, je commence par une première diapo avec, donc, forcément, je pense, une équipe que vous connaissez, le Paris Saint-Germain. Je pense que la plupart d'entre vous, quand on vous dit PSG, bon, voilà, vous avez des joueurs en tête. Et puis, peut-être pas tous les joueurs du PSG, et encore, je pense qu'il y a des fans. Et donc, on va avoir Mbappé qui revient, par exemple, très souvent dans les joueurs qui sont cités. Mais je ne sais pas si vous connaissez ces deux joueurs. Donc, on a ici deux joueurs justement du PSG qui sont beaucoup moins connus, puisque on a ici des joueurs qui sont des joueurs qui sont des joueurs e-sport. Alors, qu'est-ce qu'on entend par e-sport? C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont parfaitement membres du PSG, mais qui jouent à l'aide de jeux vidéo. Donc, à gauche, on a Manika, qui est un joueur star de la scène FIFA, et puis qui est donc, depuis 2021, en fait, un des joueurs de l'équipe e-sport du PSG. Et à droite, on a un joueur tout jeune dont le nom est Nkanti. Donc, Nkanti, évidemment, ce n'est pas son vrai nom, hein, mais c'est son nom de scène, disons, qui a 18 ans et qui a aussi rejoint la scène e-sport du PSG. Alors, on peut se dire, bon, voilà, le PSG, ils ont beaucoup d'argent, c'est bien connu, ils peuvent se permettre de se lancer dans l'aventure, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est développé? Alors, si on regarde la scène e-sport dans le monde du football, donc c'est-à-dire les compétitions à l'aide du jeu vidéo, bien, on va avoir un calendrier de compétition qui peut être quand même assez étoffé, hein.
disons, des matchs au sommet, hein, qui ont lieu régulièrement. Donc là, on voit un lien direct entre le monde du sport, disons, classique et le monde du jeu vidéo. Alors, il se trouve que ce qu'on appelle le e-sport, on va le définir hein, plus précisément, ce qu'on appelle le e-sport n'a pas des liens qu'avec le domaine sportif, qui est un domaine assez évident. Si on regarde justement eh bien, les compétitions qui peuvent avoir lieu, ici on est dans un événement français qui est sans doute un des plus grands rassemblements de e-sport en France, donc c'est à Poitiers, la Gamers Assembly. Donc ça, c'est une photo qui date de 2014. Hein, depuis, ça s'est largement développé. Eh bien, à Poitiers, en 2000, enfin, quand les premières compétitions ont eu lieu, ça réunissait une centaine de joueurs. Il n'y avait même pas de cash prize, hein, de prix à la clé. Et lors de l'édition de 2019, on avait 2500 joueurs avec un cash prize qui approchait les 75 000 euros. Donc, on voit que ça a grossi énormément. Et quand on regarde en fait les joueurs comme ça derrière leurs écrans, on ne sait pas exactement à quel jeu ils peuvent jouer, hein, c'est pas évident, mais il n'y a pas que des jeux de type sport comme FIFA, il y a toutes sortes de jeux. Hein, donc on a vraiment je dirais des dizaines de jeux qui sont utilisés dans le domaine compétitif. Et en termes de… Alors, je suis désolé, hop, là, ça ne devait pas arriver aussi vite. Donc, en termes de, comment dire, de jeux utilisés, on va avoir des jeux qui peuvent concerner des tout jeunes joueurs, hein, qui sont même adolescents, ou alors des adultes qui peuvent même avoir 60 ans et qui sont, par exemple, des joueurs sur des jeux de combat aérien, hein, et qui viennent avec leur simulateur de vol. Donc, il y a des équipements assez impressionnants, en fait, quand on les observe. Alors, si on regarde maintenant de plus près ce qu'on appelle le e-sport. Donc, le e-sport, hop là, j'ai des petits problèmes avec mon diaporama que je vais… Donc, c'est bon. Donc, il attend, ça défile un petit peu trop vite, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on appelle le e-sport, on peut le définir en fait avec différents points clés. Donc, le premier point clé, donc, c'est du jeu vidéo compétitif, hein, qui va être utilisé à un niveau professionnel ou semi-professionnel. Donc ça, c'est assez évident. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir une retransmission qui peut être à un niveau international en ligne. Et puis, on a une communauté de spectateurs hein, qui se constitue assez rapidement. Mais on va avoir aussi des matchs qui sont organisés dans des lieux physiques, hein, donc ce qu'on appelle des arènes. Alors, sur le plan de la popularité du e-sport, qu'est-ce qu'on va pouvoir noter? Donc, c'est des jeux qui peuvent réunir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. On le voit sur cette photo. Et si on regarde les chiffres qui ont été édités, notamment dans le milieu en fait, du e-sport aux États-Unis, eh bien, on voit qu'en termes de nombre de spectateurs, ça va réunir vraiment énormément de personnes. C'est-à-dire que là, pour les chiffres de 2021, on va avoir en termes de spectateurs, la deuxième place pour le e-sport, c'est-à-dire juste après la Ligue nationale de football américain, et devant le baseball, devant le basket, devant aussi le hockey, etc. Donc, on a quand même un nombre de spectateurs qui est très important, une projection mondiale de 300 millions pour 2021. Alors que quand on remonte aux origines, c'est un sport qui est né, enfin, le e-sport, c'est né en Corée du Sud, donc il y a environ une vingtaine d'années. Et donc, c'est là-bas, en fait, que c'est apparu pour la première fois, où on a eu les premières stars qui sont arrivées, et aussi les premiers sponsors qui, maintenant, en fait, vont réunir des entreprises telles qu'Audi, Red Bull, Amazon, Nike, etc. Donc, on a vraiment le monde économique aussi, le monde de l'entreprise et des sponsors et du sponsoring qui s'est intéressé à ce milieu, et des prix qui ont atteint alors en 2017 2 millions, quasiment 2,5 millions $. Donc vraiment un développement très important. Et avec y compris des écoles de l'enseignement supérieur ou des universités qui commencent à parcourir à proposer des parcours qui intègrent le e-sport. Alors, si on regarde maintenant les principaux jeux utilisés dans le monde du e-sport, donc on en a qui sont très connus, hein, notamment Fortnite, et
alors, on peut les classer en différentes catégories, hein, les jeux qui sont utilisés dans les sports. Tous les jeux vidéo, évidemment, ne se prêtent pas au e-sport. Donc, on va avoir les jeux de type joueur contre joueur, PVP. Donc, on a des jeux comme Rocket League. Hein, donc, on va jouer avec une voiture. C'est un mélange entre des jeux de foot et des jeux de voiture. On a des jeux de combat de type Street Fighter, etc. Donc là, en termes de PEGI, hein, de classement euh, par rapport aux enfants et aux jeunes, on est entre 3 et 12 ans. Donc, c'est des jeux qui peuvent être joués assez largement par les enfants. On va avoir ce qu'on appelle des Real-Time Strategy Games. Donc là, c'est RTS. Donc, ces jeux sont des jeux qui se rapprochent beaucoup des échecs en termes de stratégie, où on doit vraiment avoir une réflexion très importante en termes de décision. Le jeu le plus connu, c'est StarCraft, qui est PEGI 16. Mais qui, en termes de rapidité, en fait, ce sont des jeux qui ont été détrônés par la catégorie reine dans le domaine du e-sport, qu'on appelle les MOBA, donc Multiplayer Online Battle Arena, où on va avoir un mélange entre les jeux de stratégie et des actions très, 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 très rapides lors du jeu. Donc, dans ce domaine-là, on va avoir les jeux les plus connus dans le monde du e-sport, c'est-à-dire League of Legends, Dota, etc. Donc là, on est sur des PEGI 12 en termes d'accès. Et enfin, ce qu'on appelle les FPS, donc les jeux de tir à la première personne. Là, en l'occurrence, on va avoir Overwatch, Fortnite, Call of Duty, etc., qui sont des jeux qui peuvent, pour le coup, avoir des PEGI, donc un classement d'accès aux jeunes qui est plus contraignant, puisqu'on peut être sur ça va entre 12 et 18 ans. Alors maintenant, alors ça c'est la question qui revient toujours, c'est la question tarte à la crème quand on parle e-sport, c'est est-ce que le e-sport est un sport? Parce qu'on voit bien que e-sport, c'est pour sport électronique et il y a toujours en fait controverse sur ce classement ou pas dans le domaine du sport. Alors du coup, ça vaut le coup de se poser un peu la question de ce que c'est qu'un sport. Alors très souvent, pour définir un sport comme un sport, eh bien, on va demander à ce qu'il y ait une activité physique. Ça peut être une activité comment dire, qui est utilisée dans le cadre loisir ou compétitif. Il faut qu'il y ait une organisation qui soit structurée avec des ligues, des tournois, des classements, etc. Et puis, il y a une part aussi assez importante qui est aussi l'acceptation sociale en tant que sport. L'acceptation sociale souvent validée par les médias, justement. Alors, tous ces points-là peuvent permettre de classer ou pas le e-sport comme un sport. Alors, si on parle de l'activité physique, elle est effectivement limitée, hein, souvent dans le cadre d'un jeu vidéo. Mais c'est pas, disons, ça n'est pas suffisant pour refuser en fait le classement e-sport à comment dire, aux jeux vidéo, puisque si on regarde notamment les jeux de fléchettes, pétanque, billard, etc., on voit bien qu'on a des catégories, enfin, on a des sports pardon, des activités qui sont classées dans le domaine du sport, mais qui ne sont pas très physiques. Après, en fait, il y a des études qui ont été menées en fait auprès des athlètes du e-sport, et on voit qu'en termes notamment de stress, d'impact physique, de préparation et aussi de taux de cortisol, on est vraiment très proche en fait de sports mécaniques de type Formule 1 au niveau de l'impact physique, hein, sur le corps d'une activité e-sport. Et on a aussi des sportifs e-sport qui ont une carrière qui est assez limitée dans le temps, hein. C'est-à-dire qu'au bout à 25 ans, ils sont cuits, ils n'arrivent plus à suivre physiquement par rapport au nombre de décisions à prendre par minute. Donc, c'est au niveau cérébral, hein, mais aussi, bien sûr, au niveau de la dextérité manuelle, clavier-souris, puisqu'on a aussi un très fort impact de ce point de vue-là. Après, pour tout le reste, eh bien, là, en fait, on n'a pas trop de problème à classer le e-sport comme un sport, hein, que ce soit, parce que évidemment, le jeu vidéo, c'est un loisir. Il y a de la compétition, les organisations sont très structurées, pardon. On verra, hein, il y a des ligues qui sont nationales et internationales, et l'acceptation sociale est de plus en plus présente, ne serait-ce que notamment par rapport aux diffusions qu'on a pu voir tout à l'heure en direct. Alors, maintenant, pour ce qui est
des jeux hein, de manière générale, ce qu'on a Immersive Mind aussi, pour ce qu'on a proposé de remettre aussi en perspective, c'est les différents types de jeux, hein, bien sûr, qui sont proposés. Et on voit que en suivant cette arborescence, l'e-sport n'est pas un jeu spontané, mais plutôt un jeu organisé, hein, donc, et un jeu compétitif, donc sous forme de tournoi. Et on va le classer dans ce qu'on appelle les tournois intellectuels, ce qu'on appelle le sport, hein, par rapport à un tournoi purement physique où on est dans la performance physique, hein, comme les haltères, ou ça peut être dans le domaine, par exemple, de la course, par exemple. On est sur quelque chose où on va devoir développer une stratégie. Et donc, ça va avoir un impact forcément sur l'écosystème e-sport, c'est-à-dire qu'on va avoir des coachs, on va avoir des écoles, on va avoir des accompagnateurs de type kiné, nutritionniste, etc. Donc, tout ce qu'on va trouver en fait dans l'accompagnement des sportifs. Alors, si on regarde, alors, je ne sais pas si ça fonctionnera avec Zoom, donc on pourra échanger via le chat pour voir si ça fonctionne, parce que d'habitude, en conférence, ça marche pas mal. On peut en fait se rendre compte un petit peu de ce que c'est que le e-sport en quelques images. Donc, c'est-à-dire qu'on a notamment quelques images qui peuvent. C'est un documentaire qui a été diffusé sur Netflix, donc on a une petite bande-annonce en fait qui est disponible, qui peut montrer un petit peu à quoi ressemble une compétition e-sport si vous avez jamais eu l'occasion de le voir. Donc, une compétition e-sport, ça va réunir. Voilà. Je ne sais pas si le son passe. Je vais me taire quelques instants. Donc voilà, je pense qu'il y a une petite pause. Hop là, excusez-moi, voilà, toujours un petit problème de vidéo. Voilà, donc c'est simplement pour vous montrer quelques images, hein, à quoi ça ressemble. On est loin de la chambre d'ado avec quelques joueurs en fait réunis le soir. On est sur des événements qui peuvent avoir vraiment un impact émotionnel très proche d'un stade, hein. Alors, on va maintenant pouvoir parler un petit peu de justement de est-ce qu'on peut faire des liens entre l'e-sport et l'apprentissage par le jeu. Alors, alors là, j'ai laissé en anglais, hein, donc on a comparé justement l'apprentissage par le jeu pur et justement le sport, donc l'enseignement du sport à l'école. Et on va voir en fait des liens qui vont pouvoir s'établir entre les deux, hein, et on va pouvoir mixer en fait la pédagogie de l'enseignement de l'éducation physique et sportive et de l'apprentissage par le jeu. Et c'est ce mix en fait qui va être intéressant dans le domaine du sport, puisque alors on sait que le e-sport et le jeu vidéo peut avoir un impact positif sur les fonctions cognitives, sur l'amélioration de l'attention, les temps de réaction, etc. On peut, bien sûr, il va y avoir aussi un impact intéressant si on introduit ça dans le domaine éducatif, sur la prise de décision, sur l'aspect collaboratif qu'on va trouver, parce qu'on est souvent sur des compétitions qui sont bien sûr en équipe. On voit qu'il y a aussi dans le domaine cognitif un travail très important qui est comment dire, en lien avec la visualisation et tout le domaine spatial. Donc, on va avoir comment dire, des liens intrinsèques, j'ai envie de dire, qui vont permettre de mixer en fait l'approche sport et l'approche jeu vidéo. Alors, il y a eu quelques études hein, qui ont été menées, notamment sur Portal 2 et l'impact que ça peut avoir. Alors, si on regarde où on en est aujourd'hui, puisque, en tout cas, pour ce qui concerne la France, dans le domaine éducatif, il y a très, très peu d'exemples, enfin, éducatif pur, hein, j'entends dans le système éducatif, très, très peu d'exemples. À l'heure actuelle, il y en a quelques-uns que je vais citer, mais on est vraiment sur quelque chose d'émergent, alors que dans des pays comme notamment les États-Unis, la Finlande, la Suède,
l'Afrique du Sud, pour donner quelques exemples, on a des ligues hein, et des compétitions inter-écoles qui commencent à se constituer. Donc, on peut avoir vraiment un développement à vitesse très variable en fonction des zones géographiques. Alors, je me suis planté sur un truc, excusez-moi, je ne sais pas si on voit toujours mon écran. Je vérifie. J'ai eu un petit arrêt. Voilà. Hop. Je vais devoir juste relancer. Je suis désolé, j'ai un petit problème technique. Et je reviens sur mon partage d'écran. Normalement, ça devrait se régler. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Hein. Je vais devoir partager d'une autre façon. J'ai un petit problème. Je vais partager mon écran, ça va être plus simple, tant pis, c'est pas grave. Hop. On va revenir sur la diapo. OK. Alors, donc, on va avoir différents exemples hein, que je vais pouvoir vous donner du e-sport justement intégré ou pas à des programmes scolaires. Donc, je suis désolé parce que je suis en train du coup de rebondir pour réussir à reprendre. Voilà, ça y est. À côté de ça. C'est pas grave, mon petit problème technique m'a perturbé dans la présentation. Donc, intégré au programme scolaire ou non. Alors, on va avoir notamment dans des différents exemples, alors en France ou à l'étranger, des écoles ou des cursus scolaires qui ont intégré le e-sport dans leur cursus. Alors, ça peut être sous forme d'option ou alors en une écriture de programme scolaire qui intègre complètement le e-sport. Hein, donc, c'est quelque chose qui s'est fait. Notamment, alors si on prend le cas de la Finlande, on a une école qui a créé en fait un programme scolaire intégrant complètement le e-sport et tous les aspects du e-sport, donc notamment l'aspect nutritionnel, biologie, stratégie en intégrant notamment les mathématiques. Il y a aussi comment dire, une intégration assez forte de l'analyse de données qui a été utilisée dans cette école. Hein. On a aussi un lycée, alors ça c'est en France, on est à Mulhouse, qui lui propose un parcours de la seconde jusqu'à la terminale qui intègre le e-sport et en fait en reprenant un peu l'exemple du sport-études. Hein, donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être intéressant. Donc l'école finlandaise en question, justement, j'essaie de retrouver son nom parce que c'est pas facile à retenir. Donc c'est la Practicum Vocational School en Finlande et qui est menée par quelqu'un qui s'appelle Karl Holland. Hein. Si on prend la France, donc ça va être à l'école, enfin le lycée s'appelle le lycée Armand de Mulhouse. Et sa formation à 3 ans donc, permet l'obtention du bac. Voilà. Donc, c'est un peu dans le cadre de la stratégie du gouvernement français qui a prévu justement une stratégie e-sport 2020-2025 pour favoriser en fait le e-sport de manière générale et aussi dans le milieu éducatif. Aux USA, donc en Californie, il y a plusieurs exemples hein, de parcours et ça a été en lien avec justement une ligue, enfin une association de promotion du e-sport, et avec, par exemple, le niveau 3e, équivalent niveau 3e en France, l'apprentissage du game design, et puis ensuite, ça se développe après avec la notion entrepreneuriat et marketing, etc. Donc là, c'est vraiment des exemples qui sont intégrés au programme scolaire hein, ou optionnel. On a aussi d'autres exemples qui sont plutôt hors temps scolaire. Donc là, c'est dans le cadre de communautés éducative au sens large. Et de ce côté-là, en fait, la France n'a pas été du tout en reste, puisque si on prend ce qui s'est passé en France, on a eu dans les années 2014 de mémoire aussi des compétitions qui ont été organisées entre médiathèques. Donc, ça s'appelait l'Olambib. Et dans ce cadre-là,
eh bien, on avait des petites équipes qui se constituaient dans différentes médiathèques en France et qui s'affrontaient en ligne. Donc, on a eu des initiatives comme ça. En France, on a été un des premiers à le faire. Ça existait aussi au Royaume-Uni, notamment à Londres, mais en 2017. Et donc, hors programme scolaire, on va avoir aussi bien sûr, des écoles privées qui se sont constituées pour justement mixer le e-sport et l'apprentissage du game design. Et donc, bon, c'est des exemples sur lesquels je ne me suis pas trop arrêté en fait, par rapport à cette présentation. Alors, est-ce que justement, on peut imaginer l'utilisation du e-sport dans un cadre éducatif sans avoir la contrainte qui est justement cette contrainte liée à des jeux qui peuvent être peu accessibles, ne serait-ce que par rapport aux contraintes d'âge, c'est-à-dire des jeux entre guillemets non violents. Donc, dans ce cadre-là, avec Immersive Minds, on a développé tout un ensemble de cartes de monde Minecraft. Alors, Minecraft, j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous en avez entendu parler, donc je n'ai pas envie de m'attarder trop sur la présentation du jeu. Simplement, en quelques mots, c'est une sorte de Lego numérique, hein. Donc, on est dans des mondes qui sont des mondes sous forme de cubes. Et donc, très simple en termes de prise en main pour les élèves comme pour les enseignants. Alors, un élève, en 1 heure, même s'il n'est pas très habitué à l'utilisation du jeu vidéo Minecraft, ça y est, il fait ses premiers pas, ça va relativement vite, mais en 1 heure et demie, en fait, ils sont intégrés. Pour les enseignants, généralement, quand on fait des parcours de formation, pour commencer à utiliser Minecraft, nous, on est sur des parcours de 1 à 2 journées de formation et pour que l'enseignant soit en autonomie. Donc, ça, c'est pour vous dire vraiment pourquoi Minecraft. Bah, déjà, c'est un jeu qui est très facile à prendre en main et puis vraiment largement grand public. Donc, on a développé des mondes, donc des cartes, si on veut, spécifiques pour Microsoft et qui sont disponibles gratuitement, hein, donc elles sont téléchargeables gratuitement, qui permettent d'organiser des compétitions e-sport en fait, pour les élèves. On a développé des mondes qui sont sur 3 types de compétitions. On a une compétition qu'on appelle Make and Model. Donc, Make and Model, en fait, les jeunes arrivent dans un monde. Alors, on a plein de mondes différents. Donc, on a un monde dans lequel on est sur des galions pirates. Donc, chacun sur son galion. On a des mondes dans lesquels on est à la place d'abeilles, en fait, dans des rues géantes. Il y a un domaine aussi dans lequel on est dans Far West. Il y a un autre monde dans lequel on est dans 2 imprimantes, vous verrez en image 3D. Bref, 2 espaces, 2 zones de construction. Et très rapidement, l'enseignant peut fixer un temps limite, donner un thème de construction à ses élèves. Et en équipe, les élèves, alors après, quand c'est vraiment e-sport, il faut qu'ils aient un temps de réflexion en équipe, une stratégie, et puis ils vont commencer à construire quelque chose dans un temps limite. Et dès que le chronomètre s'arrête, les constructions sont figées et il y a un système de vote qui est possible, soit avec des joueurs non constructeurs en fait qui sont dans le jeu et qui peuvent voter. L'enseignant peut voter et mettre en fait des points en fait par rapport à des critères qui ont été fixés à l'avance. Et on peut aussi faire participer des spectateurs qui peuvent voter aussi en ligne et on désigne les vainqueurs. Donc ça, c'est Make and Model. Donc simplement en construisant de manière créative dans Minecraft. On a un petit peu la même chose, ça s'appelle Make and Code, mais la différence, c'est qu'on est dans ces mondes de construction, mais on a l'autorisation de construire uniquement qu'avec du code, puisqu'avec la version éducation de Minecraft, on peut coder avec un langage soit par bloc, de type Scratch, pour ceux qui connaissent, soit en Python. Et donc, ça veut dire que les équipes préparent leur code, en réalité. Quand elles appuient sur le bouton et qu'elles lancent la construction, eh bien, c'est un petit robot qui va construire pour eux, en fait, ce qu'ils ont codé. Et on va comparer, en fait, aussi les constructions et pouvoir faire un système de vote. Le dernier type de partie qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle le Creative Clash. Donc là, c'est vraiment un jeu avec des règles bien spécifiques. On a 2 jeux. On a un jeu où on est à la place d'abeilles et donc les élèves en équipe ont chacun leur ruche et doivent réussir à voler et à récolter du nectar pour le ramener dans leur ruche. Mais il y a des stratégies à trouver en équipe puisque ils peuvent déjà entre abeilles se combattre et ensuite le nectar qu'ils récoltent leur sert aussi d'énergie pour réussir à voler plus loin. Donc, ils doivent faire des compromis entre
entre guillemets, leur alimentation en nectar et le nectar qu'ils vont mettre de côté, épargné, pour pouvoir remplir le pot de miel de leur équipe le plus vite possible. Donc ça, c'est encore donc là, c'est un jeu qu'on a créé spécifiquement pour ça. Et il y en a un deuxième, en fait, où on est sur des bateaux de pirates. Et la même chose, les élèves ont un rôle bien spécifique dans l'équipe. On a le capitaine, on a l'équipage, etc. Et chaque élément de l'équipe a un rôle à jouer. Donc, il y en a un qui peut trouver où est le trésor sur une île, l'autre qui est capable de creuser, pas les autres, et puis un dernier qui, je crois, est capable de se battre et de donner des armes, parce qu'il y a aussi un affrontement entre équipages pirates. Et donc, le fait que chaque membre de l'équipe ait un rôle différent va renforcer la collaboration et justement ce côté-là aussi dans le jeu. Donc, en quelques images pour finir, parce que le temps avance très vite. Donc, on voit ici justement un exemple de paysage dans lequel les joueurs vont pouvoir s'affronter. On voit sur les deux bateaux, en fait, équipe jaune, équipe verte, parce qu'à chaque fois, on a deux couleurs. Même chose ici avec fameuse compétition en tant qu'abeille avec une ruche jaune, une ruche verte. Et puis, cet autre espace de création et de compétition où on est dans des imprimantes 3D virtuelles, sachant qu'on peut exporter, c'est aussi avec la version éducation de Minecraft que c'est possible, on peut exporter en fait les constructions des élèves en 3D pour pouvoir les imprimer ensuite. Ça peut, pourquoi pas, servir de prix en fait pour la compétition. Alors, on n'aura pas le temps, hein, mais sur Internet, vous trouverez très facilement des vidéos qui vous présentent chacun des dispositifs. Et puis, surtout, pour aller plus loin, puisque je ne pourrais pas vous partager ce diaporama, je suis désolé, mais c'est un diaporama qui utilise des images qui ne sont pas toutes libres de droit. Par contre, tous nos contenus, et notamment le parcours qu'on a créé, je vais plutôt… Voilà, je reviens en arrière, encore un bug. Hop, hop, hop. Current slide, voilà. Tous nos contenus, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas rester, voilà. Nos contenus, en fait, sont disponibles en ligne. Donc là, je vous ai mis un QR code, vous avez un lien que je pourrais vous mettre dans le chat sans problème. Et l'état de la recherche, les exemples dans les écoles, les parcours, et on a même, c'est un document qui sert même de formation pour les enseignants qui veulent se lancer la première fois. Et donc, à apprendre justement à utiliser Minecraft Éducation et à se lancer dans le e-sport, comment créer leur équipe, comment manager une équipe, etc. Donc, vraiment, c'est largement plus riche que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Le seul inconvénient, c'est que c'est en anglais, hein, mais sinon, tout le contenu en fait, est disponible gratuitement sur Internet. Voilà. On va Donc, devoir s'arrêter parce qu'en oui, fait, on a voilà. dépassé le temps de Voilà. quelques Ouais. minutes. En tout cas, c'est très inspirant. Il y a des réactions assez vives sur l'intérêt du jeu. Chacun pourra les découvrir au travers du lien URL et du flashcode. Et peut-être, voilà, s'il y a des questions, de revenir plus tard vers vous. Parce qu'il faut qu'on laisse la parole Bien sûr. enfin, je laisse la parole à Claire qui prend le relais. Et merci beaucoup, Stéphane.